Bonjour à tous. Lorsqu'on lance un projet d'automatisation d'entrepôt, le retour sur investissement est toujours plus ou moins long, parfois même très long. Mais bon, il y a de nombreux avantages. Réduction de la pénibilité, fiabilité de la préparation, réduction des délais de préparation. Mécanisation d'entrepôt, quel est le véritable ROI? Voici le thème de notre matinée avec un panel d'experts autour de moi que je vous présente, à commencer par monsieur Léandre Boulez, donc, qui est associé du cabinet Diagma. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Léandre. Gilles Bollard, donc, qui est directeur commercial d'Exotech, on peut dire ça? Oui. Bonjour Jean-Philippe. Thierry Lechaine, donc, vous êtes le directeur général adjoint de FIV Sileps. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Et enfin, Olivier Rocher, qui est donc le président fondateur de la société Scalog. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous, merci d'être ici sur le plateau de Supply Chain Village. Pour commencer, je demandais à Léandre de bien vouloir présenter peut-être Diagma, donc, qui est à l'origine de cette réunion, et puis de nous présenter, de nous planter le décor. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Philippe de me passer la parole. Donc, Diagma en deux mots, hein, donc, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé en supply chain. Avec trois pratiques, une pratique sur la stratégie supply chain, une pratique sur ce qu'on appelle l'équilibrage de la demande, l'optimisation des flux, le niveau de stock, la prévision, et puis la troisième pratique, qui est celle qui nous concerne aujourd'hui, sur l'optimisation des opérations physiques, que ce soit en entrepôt ou en transport, et ici évidemment on va parler d'entrepôt. Nous conduisons de nombreux projets de transformation d'entrepôt, y compris de la mécanisation. Et nous avons élaboré, avec toute cette expertise, un concept de la mécanisation raisonnée qui consiste justement à être attentif à la fois aux besoins et à la performance finale de l'installation. Et donc évidemment, le retour sur investissement est important dans cette démarche. Donc ça va depuis le schéma directeur du site jusqu'à la mise en œuvre en exploitation et les analyses post-mise en œuvre. Ce qui est important quand on détermine pour nous le retour sur investissement, c'est bien d'avoir calibré dès le schéma directeur la notion de ce qu'on appelle l'existant amélioré. C'est-à-dire que souvent on arrive sur des situations qui peuvent être déjà améliorées sans grand investissement. Et on va établir cette base-là et ensuite on va faire des analyses différentielles pour se dire, tiens, si je mécanise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux améliorer justement? Et ce projet de mécanisation, finalement, on retrouve souvent cet équilibre entre des fonctionnements en général très centrés autour de l'homme, de pratiques opérationnelles très manuelles, peu mécanisées au départ. Donc souvent des outils qui sont flexibles, adaptables, on peut bouger la structure, ça va assez vite. Mais c'est généralement pas très fiable, hein. L'humain est assez peu fiable, de nombreuses études le démontrent, c'est même un truisme de le dire, et puis avec des productivités qui sont limitées par les gestes, par les vitesses de déplacement, par les vitesses des différentes actions qui doivent être réalisées. Donc, en mécanisant, on va fiabiliser, on va augmenter la productivité, mais il ne faut pas trop perdre en flexibilité, en adaptabilité. Et c'est cet équilibre du projet qui va faire le retour sur investissement. Alors, ce qui est complexe dans les projets, c'est que c'est des projets à long terme. On n'investit pas dans une mécanisation pour 1 an ou 2. Je veux dire, même si le retour sur investissement était de cet ordre de grandeur-là, dans tous les cas, on structure son organisation. Et en fait, on considère, nous, que le projet de mécanisation, c'est un exercice de futurologie, au sens littéral du terme, de projection dans l'avenir, dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans. Que sera mon entreprise? Que sera ma supply chain? Comment mon métier aura évolué? Comment mes attentes clients auront évolué? Comment la structure de mon offre aura évolué, donc les produits que je mets dans la machine, est-ce qu'il y en aura plus, est-ce qu'il y en aura moins, est-ce que leurs caractéristiques auront changé? L'environnement social est important, est-ce que je suis sur une zone tendue ou sur une zone où j'ai de la ressource? Même si aujourd'hui, de plus en plus, la disponibilité de main-d'œuvre dans la logistique est tendue, mais il y a quand même des situations différentes. La pénibilité, tu l'as dit tout à l'heure, est un point important, hein. Il faut rappeler que la mécanisation dans tous les processus industriels est venue d'abord pour réduire le danger et la pénibilité des métiers. Depuis les mines, en passant par l'industrie et finalement aujourd'hui la logistique. Voilà.
la géographie, hein, quand on investit pour 10 ans dans un bâtiment, c'est pas pour le déplacer, pour se rendre compte qu'il est mal placé au bout de 2 ou 3 ans parce que l'entreprise a évolué. Donc c'est tous ces aspects-là qu'il faut qu'on intègre dans le projet pour calculer un retour sur investissement. Et je dirais, pour synthétiser, voilà, évidemment, le fond du calcul du retour sur investissement, c'est ce qu'on appelle le modèle économique direct, hein, c'est les plus et les moins, qu'est-ce que je gagne en productivité, qu'est-ce que j'investis en coût. Mais on va avoir un certain nombre de strates qu'il faut qu'on prenne en compte pour cette cohérence d'ensemble, les impacts en amont et en aval, et on a beaucoup d'exemples où il a fallu modifier significativement l'amont ou l'aval. Un exemple, hein, dans les grosses mécanisations des entrepôts agroalimentaires, et il a fallu convaincre un certain nombre de fournisseurs de modifier leur conditionnement, de modifier la présentation des produits pour pouvoir rentrer dans la machine. Ça a un coût. Est-ce que ce coût est intégré dans le modèle? Ou est-ce que, par qui il est supporté? En aval, à contrario, on va souvent avoir, en tout cas c'est l'objectif, des bénéfices significatifs chez le client de l'organisation qu'il faut évidemment chiffrer pour les intégrer dans le modèle. Et puis, il y a ensuite cette notion centrale aussi alors on appelle ça robustesse, durabilité, c'est-à-dire le fait que l'activité va varier dans le temps et qu'il faut être sûr que le modèle ait intégré cette variation et qu'on ne se retrouve pas avec des situations non maîtrisées sur certains pics d'activité. Je pense en particulier, le Black Friday est apparu il y a quelques années, il a généré chez certains de nos clients des multiplicateurs 10 et plus dans le volume d'activité ce jour-là, et certaines mécanisations se sont trouvées complètement inadaptées, et donc on doit, pendant une semaine, changer l'organisation du site. Bon, ça peut être un peu complexe. On a vu, par exemple, un client où l'activité e-commerce, qui est une partie d'une activité, en règle générale B2B, donc de livraison de point de vente, qui est mise dans un coin de l'entrepôt, et puis elle grossit, elle est dans le mauvais coin. Elle est coincée, et en fait, il faut tout bouger pour la décoincer. Bon, ça, c'est des choses qu'on essaye au maximum d'anticiper. Et toute cette cohérence, et plutôt qu'un retour sur investissement, on préfère, nous, définir un intervalle de confiance. C'est-à-dire de dire, en fonction des plus et des moins de ces paramètres, quel est un peu le ROI mini, le ROI maxi auquel j'arrive sur mes différentes solutions. Et évidemment, il faut prendre des hypothèses de base qui soient elles-mêmes robustes. On a trop souvent des dossiers qui arrivent avec des intégrateurs qui ont calculé les ROI avec des taux de rendement synthétique de 85-90%. Or, on sait d'expérience qu'une installation complexe, sur la durée, on n'atteint pas ces taux de rendement synthétiques-là, on est plutôt à 75-80% quand tout va bien. Donc si on part sur la mauvaise base, on fait le mauvais calcul. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là, nous, qu'on intègre dans le calcul. Merci Léandre pour cette présentation. Bien sûr, on reviendra sur ces éléments tout à l'heure au cours du débat. N'hésitez pas à poser vos questions, bien entendu, dès maintenant sur le chat GoToWebinar. On va continuer le tour de table peut-être par une présentation. Gilles Bollard, si vous avez bien présenté Exotech. Voilà, bonjour. Exotech, donc on a 6 ans d'existence le mois prochain, donc ça s'approche. Maintenant, on peut compter sur une présence mondiale puisqu'on a des filiales aux États-Unis et au Japon, en Allemagne, des intégrateurs un peu partout dans le monde. D'ailleurs, FIV est un de nos intégrateurs partenaires au Japon. Quand on met quelques chiffres sur le papier, le CA de 2020 était à 48 millions, il va passer à 110 cette année, puisque dans nos métiers d'automatisation, Thierry pourrait le confirmer, on sait au mois de juillet ou au mois de juin ce qu'on va faire comme chiffre dans l'année, il n'y a plus de chance de le faire varier. On a 41 systèmes qui sont vendus, dont 21 qui sont réceptionnés à 100%, donc qui tous les jours préparent des commandes, et qui ont préparé des commandes pendant le Covid à plus que 100%. Le reste est une société qui grandit très très vite. On est maintenant à 12 000 m² de bureaux et de production. On fabrique nos robots nous-mêmes. 100 ingénieurs en R&D, mécanique et soft, répartis 80-20. Et surtout, pour rebondir à ce qui était dit sur le taux de disponibilité, on a un control center 24/24, 7/7, qui nous permet de garantir à nos clients 98% de disponibilité. Et pour montrer à quel point on est sérieux à ce propos, l'intéressement de tous les employés de l'entreprise est basé sur l'atteinte de ce taux de 98%.
Donc tout le monde est focalisé sur une seule chose, que les commandes de nos clients sortent de nos systèmes. L'an dernier, 2020, 98,47% de moyenne au jour le jour sur la totalité des sites en service. 280 employés fin de l'année, on sera à 350 voire plus fin de cette année. Et un panel de clients qui est assez intéressant puisque vous voyez les logos, on a signé aussi bien au Japon qu'en France qu'aux États-Unis des noms qui sont prestigieux. En voilà un d'ailleurs. Voilà, donc pour en citer les deux parmi ces gens-là, un qui est intéressant, c'est le cas Decathlon puisque le système est un système multicanal et son activité peut varier de 100% B2B à 100% e-commerce. En utilisant le même stock, la même solution. Simplement, c'est la fin de ligne qui va faire que le routage des commandes, soit elles sont dans des bacs, soit elles sont dans du cartonnage, soit elles sont sur des enveloppes, va être différencié. Mais le système a été calé sur la pointe du e-commerce en termes de capacité de picking, parce que c'est ça qui définit, comme disait Léandre, le Black Friday, le pic de performance. Et l'autre point qui est intéressant, c'est qu'on utilise un mot allemand qui est Investitionssicherheit, qui veut dire sécurité future de mon investissement. Et c'était ça qui a attiré énormément Decathlon, c'est qu'ils savaient qu'ils investissaient sur un système, quoi qu'il arrive sur leur business model, qu'ils aillent vers du 100% e-commerce, qui reste sur un mix e-commerce B2B, ou que le marché se retourne, chose complètement improbable, mais avec tout ce qu'on a vu, et qu'on revienne à 100% de B2B, le système resterait efficace et performant et garderait son retour sur investissement. L'autre point, c'est que c'est un système qui est phasé. On est à 200 robots. Il est en démarrage 100% de réception là ce mois-ci. Et donc, il pourra évoluer jusqu'à 500 robots et augmenter de 50% en termes de capacité de stockage. Et il va le faire sans interruption de la production, ce qui est aussi un point très important pour nos clients. Démarrage avec l'aide de Diagma d'ailleurs. Oui. L'autre client que je souhaitais mettre en avant, c'est Uniqlo, Fast Retailing. Donc on en est à l'installation du 3e système. Les 2 premiers ont démarré et sont en production, un aux Pays-Bas, un au Japon. Et le point important, c'est que le client fait énormément de retail, très peu de e-commerce pour l'instant, mais voulait investir dans des solutions qui lui permettent de faire face dans le futur. Et donc il y aura des modifications certainement sur les fins de ligne s'ils doivent passer ces entrepôts en e-commerce, mais elles seront à la marge et à nouveau l'investissement restera le même et le bâtiment pourra continuer à vivre avec un changement complet de destinataire dans la chaîne. L'autre point, c'est que de la commande jusqu'à la mise en service réception définitive, il s'est écoulé 14 mois pour un projet de 500 robots, 7 ou 8 km de convoyeurs, quelques dizaines d'étiqueteuses, quelque chose d'assez conséquent. On est sur des temps d'implémentation très très courts. Et 2 projets un peu différents. Leclerc pour la partie e-commerce électronique et produits pharmaceutiques, réalisé en 2 phases en 1 an. Et c'est le premier site qui utilise le robot de picking que vous voyez derrière en fond d'écran. Et puis Carrefour, où on est sur un autre marché, qui est sur le marché des micro-fulfillment centers, où là on voit une tendance très très forte, aussi bien aux États-Unis, au Japon qu'un peu partout dans le monde. Et on a réalisé un certain nombre de sites pour Carrefour. Voilà, le picking robotisé, c'est quelque chose on croit beaucoup, on l'a mis en service. On est en réception définitive là, dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire qu'on sera à 100% de perf sur un produit 100% exotech et qui intègre le picking robotisé et le picking manuel, puisqu'on sait qu'on ne pourra jamais piquer 100% des articles en robotisé. Donc il faut que les 2 puissent travailler de manière synchrone. Très bien, merci. Je note qu'Exotech est la société de robotique qui vend des robots aux Japonais, ce qui est quand même extraordinaire. Ça, je pense qu'il fallait quand même le souligner. Thierry Lechêne, donc FIV Sileps. Je vous passe le relais. Merci. Donc FIV est un groupe industriel qui est un petit peu plus âgé que la société Exotech. On a dépassé les 200 ans. C'est un groupe français qui est spécialisé dans l'ingénierie et l'industrialisation des solutions pour l'industrie et le monde de la logistique. Présent sur les grands continents, continent américain, sur l'Europe, sur l'Afrique, Moyen-Orient et sur l'Asie. On est réparti en 3 grands domaines d'activité, le machining,
Le process au sens de la transformation des matières, notamment des métaux. Et puis la partie sur laquelle qui nous occupe le plus aujourd'hui, c'est on va dire la partie intralogistique, sur laquelle on est dans différents domaines, segments d'activité, que sont... Alors, pour avancer, j'appuie sur quel bouton? Non, pardon, c'est celui-ci. Voilà. Alors la partie, donc la division Smart Automation Solutions, spécialisée dans l'intralogistique. Donc c'est 12 filiales réparties sur les différents continents que j'ai cités précédemment, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. On couvre le marché du e-commerce, courrier et postal, le retail, distribution, l'industrie générale et l'industrie spécialisée, notamment comme l'agroalimentaire, et puis un petit peu d'aéroportuaire. La solution que je vais juste présenter concerne la partie retail, distribution alimentaire, sur laquelle, alors pour ma part, moi je représente la société FIF Sileps, mais également la société Phil SAS à Lyon sur la partie commerciale. On a globalisé l'activité commerciale de ces deux filiales. Et la solution que je présente, qui est la solution OPR, donc c'est l'Order Picking Robotique, qui a pour fonction de préparer les commandes magasins, non pas en palette entière, puisque les magasins qui se sont segmentés au fil du temps sur des formats de plus en plus proches des formats centre-ville ou des formats supermarchés, n'ont pas de stock avancé, ou peu de stock avancé. On parlera après plus en détail peut-être des raisons de ça, mais on se retrouve à livrer des palettes magasins qui ne sont plus des palettes homogènes, qui sont des palettes très hétérogènes. Si je prends l'exemple d'une palette magasin qui est avec 60 articles dessus, il est courant que l'on ait 40 à 50 références. Et c'est assez surprenant de se poser la question, pourquoi est-ce que dans les magasins alimentaires, on commande aussi peu d'échantillonnage? C'est parce qu'il y a eu une multiplicité des références. Il n'y a qu'à prendre l'exemple du rayon eau, là où on connaissait 2, 3, 4 marques avec le format 1,5 litre. Aujourd'hui, vous avez le format 2 litres, 1,5 litre, 1 litre, 0,375, 0,25, plate, avec bulle, petite bulle, grande bulle. Rien qu'en disant ça, on s'aperçoit qu'on a multiplié les références. Ce n'est pas pour autant qu'on consomme plus d'eau ou d'autres choses, mais que pour la préparation, pour la gestion logistique, dans les entrepôts et la préparation de commandes, on fait de l'échantillonnage. Et donc, ça multiplie le temps de préparation de commandes, ça multiplie la main-d'œuvre, et c'est là que la solution qu'on a proposée, qui est un système qui part de palettes homogènes, vient faire le réassort, je dirais, temporel d'un stock de charge unitaire à disposition pour des commandes qui arrivent, pour préparer des palettes hétérogènes avec plusieurs notions d'hétérogénéité. D'abord, les produits sont de formes diverses et variées. C'est ce que disait Léandre tout à l'heure, c'est que les produits se sont pour partie adaptés à la mécanisation, mais pas complètement. Le marketing reste encore une dominante sur le design, la forme des produits. On prend un pack de boissons avec des formes, je dirais, qui ne sont pas des formes parallélépipédiques. Il faut savoir le traiter. La notion de traçabilité des produits dans le process, où est-ce que les codes barres sont placés à des endroits plus ou moins détectables, il faut le gérer aussi. Et après, il faut assembler tout ça sur une palette, c'est ce qu'on appelle la fameuse palette Tetris, ouais. Et ça nécessite des algorithmes très complexes et un flux tiré ordonné. Pour que tout soit bien équilibré, que ça soit pas... Ça ne supporte pas la moindre erreur. Un trou dans la raquette, un colis qui n'est pas à l'arrivée, 2 colis qui se doublent, ça remet tout en cause. Donc c'est un puzzle en 3 dimensions. C'est quelque chose qu'on a développé en 2013. Aujourd'hui, on a 6 installations complètes qui tournent avec notre client partenaire Système U, qui nous a fait confiance et qui nous a confié l'intégralité de ces plateformes logistiques. Ça concerne combien de références ? On traite entre 2 et 3 000 références sur ce système, c'est-à-dire qu'on ne prend pas 100% des références de la plateforme. On s'est occupé particulièrement de traiter les produits lourds et pénibles. D'accord. Avec une rotation forte, mais avec toute cette problématique les magasins ne veulent plus recevoir une palette entière, ils reçoivent juste un échantillonnage. Et tous les jours, il faut faire le réassort. Donc on est dans une chaîne continue avec des contraintes fortes, des contraintes, on va dire, spécifiques aux besoins des clients, des contraintes de main-d'œuvre, comme l'expliquait Léandre, selon les régions.
on est dans, je dirais, la pénurie de main-d'œuvre, et que quand on parlera après de ROI, il faut intégrer le ROI direct, mais le ROI, la conséquence de ne pas pouvoir exécuter la mission. Qu'est-ce que ça coûte de ne pas le faire? Ça fait pas ça, c'est le ROI indirect. On y arrivera après. Donc voilà, donc ça, cette solution aujourd'hui, elle a aussi un intérêt, c'est qu'elle a une robustesse forte. Il y a une autre slide, je pense qu'on Ouais. mieux peut-être. Voilà, c'est le challenge qui nous était, qui était à relever, c'était un nombre de références en augmentation, j'en ai parlé, pas de stock, peu ou pas de stock sur les magasins, des commandes quotidiennes, une exigence de taux de service ou une disponibilité produit parfaite, avec le fait de mécaniser amène aussi une maîtrise complète des flux. On est sur des zéro erreur à la préparation de commandes. Je pense qu'on en est tous à peu près à ça, à partir du moment où on maîtrise en totalité les flux. La pénibilité, la rareté de la main-d'œuvre, on l'a évoqué. Donc les avantages. Et les avantages, donc on fait du full auto sur de la palettisation hétérogène. C'est complexe au départ, mais une fois qu'on a conçu les outils et les algorithmes, ça marche bien. Solution donc entièrement automatisée. On a atteint un niveau de qualité des palettes que les préparateurs à la main n'arrivent pas à faire. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait votre palette, qu'elle est filmée, qu'elle est mise dans le camion, l'objectif c'est quand elle arrive dans le magasin, que les produits soient intègres, qu'il n'y ait pas de dégradation. Aujourd'hui, on a amélioré ce taux-là parce qu'on est dans l'assemblage, on va dire parfait, mais proche de la perfection dans les produits sur la palette. La notion de robustesse, on a conçu la solution de manière à ce que si, et c'est une certitude, le nombre de références augmente, si les produits évoluent dans leur forme, dans leur design, l'installation est robuste, elle est insensible à cette évolution. Et ce qui permet d'avoir des installations qui ont une durée de vie, aujourd'hui, on estime à autour de 15 ans la durée de vie de l'installation. Parce qu'elle est prévue, justement, on s'est projeté sur l'avenir et on a fait en sorte qu'elle ne soit pas dépendante de petites évolutions. On est sur une solution qui est modulaire et scalable, c'est-à-dire que les clients qui s'équipent aujourd'hui de cette solution, demain on peut doubler l'installation au fil de l'eau, au fil du besoin. Et puis une particularité qu'on a eu à traiter, c'était que il fallait aussi que nos premières installations puissent s'intégrer dans des bâtiments existants. On connaît les contraintes aujourd'hui d'avoir de la disponibilité de foncier, le temps d'avoir des obtentions de construction. Donc on a fait le choix de pouvoir faire des installations dans de l'existant, ce qui n'est pas sans intérêt. Merci Thierry. On va finir ce tour de table avec Scalog, Olivier Rocher. Donc il y a une petite vidéo pour nous présenter donc la solution Scalog. Peut-être simplement pour vous présenter en deux mots la société Scalog. Donc nous sommes une entreprise française comme nous tous autour de la table. On a 8 ans d'existence, on a installé une quarantaine de sites donc qui tournent depuis un peu plus de 6 ans pour certains. Donc ça nous donne une bonne expérience en termes de ROI et de gains pour nos clients. Pardon, si on peut envoyer la vidéo en régie. Voilà, donc merci. Simplement pour vous présenter la solution. Donc c'est une solution qui est basée sur des étagères mobiles qu'on déplace dans l'entrepôt pour réaliser tout ce qui est picking, préparation, rangement dans le stockage. Donc on s'appuie sur cette technologie-là, une technologie connue par un grand nombre d'acteurs du e-commerce comme Amazon et Alibaba qui l'ont mis en place. Elle a la particularité en fait de s'appuyer sur un système de stockage très souple où on va avoir la possibilité d'adapter finalement le système à toutes sortes de types d'activités. Donc aujourd'hui, on a mis en place, comme je disais, une quarantaine de sites installés. On est présent dans 8 pays. On a un gros focus, nous, sur le développement commercial en Europe. Et on s'appuie sur des acteurs comme Bastien, par exemple, aux États-Unis. On a installé notre première installation il y a 4 ans à Singapour qui tourne 24/24. Donc c'est une solution qui va viser, je dirais, à automatiser de façon très flexible les entrepôts et pouvoir gagner en compétitivité, en rapidité d'exécution des commandes. Donc j'ai un exemple. Alors on a un certain nombre de mises en application. Là, celui qui m'intéressait, c'était pas forcément en termes de taille d'installation, mais
en termes de process et d'optimisation pour in fine trouver un ROI. On reviendra dessus évidemment, mais je dirais qu'il y a plusieurs façons de pouvoir aborder le ROI selon nos clients. Là, on est sur un client 3PL. On a un certain nombre effectivement de clients qui sont des logisticiens et donc qui ont une grande complexité, une importance au ROI très forte. Donc c'est une activité e-commerce où on a en fait en réalité deux activités, une pour un stockage de produits alimentaires bio et une autre partie pour stocker des produits cosmétiques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait deux zones en réalité. On va pouvoir adapter nos éléments de stockage à ces typologies de produits, à ces deux typologies de produits, parce qu'évidemment elles ont leurs particularités en termes de profil de commande, en termes de typologie de produits, de taille, etc. On va stocker aussi bien des bouteilles que des produits plus petits. On est sur un total de 5000 références et c'est une installation où la sélection du fournisseur s'est faite en novembre 2008, mis en production en février 2019. Donc il y avait un besoin, je dirais, de mise en place très rapide de la solution et de pouvoir évoluer avec. Donc on a, nous, designé, je dirais, un périmètre qui permettait de trouver un retour sur investissement le plus rapide pour notre client. Pourquoi le choix de la solution ? Donc, comme je disais, la rapidité de mise en œuvre, une grande flexibilité dans les équipements. Donc, c'est un 3PL avec des contraintes où il peut avoir un client qui s'en va, qui change, et donc une activité, je dirais, qui sont extrêmement sollicités par leurs clients. Ils ne maîtrisent pas forcément aussi la visibilité que vont avoir leurs clients sur leur avenir, donc des pics d'activité très forts. Et en même temps, parfois des clients qui changent. Donc, ils recherchaient avant tout une solution qui puisse s'adapter à leurs clients et à l'avenir de leur activité. Donc principalement quelques éléments sur la solution. On a installé 4 stations de picking avec 12 robots. Donc on voit aussi on va être toujours aussi dans l'optimisation des équipements qu'on va mettre en œuvre, parce que bien évidemment, plus on met d'équipements, plus ça impacte le support, ça impacte la maintenance. On a une installation qui va aussi être optimisée au niveau des commandes. Donc on a la particularité effectivement de stocker et de déplacer des étagères multi-références. Donc on va énormément jouer là-dessus pour effectivement limiter les gestes opérateurs et pouvoir maximiser les commandes qu'on va pouvoir traiter en simultané. Donc on est passé finalement d'une productivité qui était d'environ 200 pics à l'heure en manuel, parce que principalement lié à des déplacements, principalement lié à des aussi retouches produits, parce que l'inconvénient du manuel va être souvent aussi dans les process qui peuvent être mis en œuvre. On va pouvoir faire évoluer le process du client avec la mécanisation. Et donc évidemment un ROI principalement basé sur des gains de productivité, des gains de surface également. On va pouvoir optimiser au niveau de la densité des étagères. Et donc, in fine, un ROI calculé de façon purement mathématique, sans prendre en compte effectivement un certain nombre de gains que le client peut avoir en termes de stockage. Par exemple, là, il voulait pouvoir stocker directement le carton fournisseur, pouvoir effectivement avoir une solution qui soit flexible en termes de stockage. Donc voilà pour ce cas client que je souhaitais vous présenter. Merci Olivier. Intéressant, Léandre. Trois solutions d'automatisation, de robotisation extrêmement différentes, assez différentes en tout cas, et très complémentaires. Oui, alors on se retrouve dans une situation proche de ce qu'on connaît, par exemple, tous dans le transport. Dans le transport, il y a le TGV, c'est très guidé, l'investissement est important, mais pour massifier le transport de personnes entre deux grandes agglomérations, c'est très efficace. Et puis vous avez l'autobus. À l'autobus, on est encore, quand même, il y a 40 personnes, 50 personnes dans l'autobus, donc on a déjà un peu massifié, mais moins, on est plus flexible, on peut aller dans des plus petites agglomérations. Et puis, quand on veut un réseau beaucoup plus maillé, on va utiliser des taxis, des voitures, voilà. Donc,
on est un peu sur la même situation. On voit un système très structuré, avec un investissement relativement important dans l'exemple de FIV, mais qui suppose d'avoir les volumes de traitement et la stabilité relative dans les volumes, même si évidemment il y a des variations, mais on peut considérer que l'entreprise dont parlait Thierry, Système U, est là pour longtemps et elle va pendant longtemps encore avoir ce métier de distribution alimentaire. Et puis on a, je dirais, l'autobus un peu plus peut-être avec Exotec, quand même un investissement conséquent, des structures, mais déjà plus d'adaptabilité. Et puis encore plus, d'après ce qu'on voit des présentations, d'adaptabilité avec les étagères mobiles et les petits robots de Scalog. Voilà, donc pas le même usage, tout simplement. Ce qu'il faut, c'est déterminer, et c'est vraiment notre rôle, nous, de déterminer le bon outil pour la bonne application. Encore une fois, on ne vise pas avec un marteau, c'est la même chose, même si évidemment c'est moins évident en première analyse. Et donc le bon retour sur investissement. Alors, j'ai noté la phrase d'Olivier, plusieurs façons d'aborder le ROI en fonction du client. Peut-être au préalable, Thierry, est-ce qu'il y a une définition du ROI ? Qu'est-ce qu'on entend par ROI lorsqu'on parle d'automatisation ? Est-ce qu'il y a une définition un peu normée ? Qu'est-ce qu'on intègre dans cette notion? La base du ROI, c'est ce que ça coûte, ce que ça rapporte par rapport à ce que ça coûte avec un facteur de temps. Alors après, quand on se base sur... il faut intégrer les paramètres d'entrée qui sont... On va chercher, de manière assez basique, à économiser de la main-d'œuvre. Donc ça, c'est le ROI direct, main-d'œuvre et surface de bâtiment, qui sont des gains directs, faciles à calculer, sur lequel le client va accepter une certaine durée en fonction de ce que disait Léon, de la stabilité de son marché. On parlait de la grande distribution, Système U en l'occurrence, ils sont sur des marchés où l'évolution elle est de l'ordre de 1 ou 2% par an, c'est stable. Sur des marchés naissants, sur les marchés sur lesquels peut travailler Olivier ou Gilles, qui sont des marchés type e-commerce, sur des acteurs naissants, se projeter sur une durée longue de ROI, c'est pas forcément raisonnable. Et là, ils veulent des ROI courts, avec de l'agilité, parce que le marché, il peut grandir, mais il peut prendre des formes diverses et variées. Donc, c'est une notion de maturité, stabilité. Oui. Et quand on veut améliorer, compléter le ROI, il faut en définir le périmètre sur lequel on veut le faire agir. Il n'y a pas que le ROI direct, les éléments des données d'entrée directes qu'il faudrait considérer. Il y a aussi qu'est-ce que ça impacte sur toute la chaîne logistique, on va dire, de l'utilisateur. On parle de la grande distribution. Si on n'intègre pas la performance que l'on peut améliorer sur le réassort des rayons en magasin, on oublie quelque chose. Mais il y a une condition pour ça. Il faut que dans le processus de préparation de commande et de la palettisation, on intègre également dans l'ordre de rangement des colis la contrainte du rayon. Parce que si on fait un rangement anarchique, la pauvre personne qui fait le réassort dans le rayon, elle passe son temps à courir d'un bout à l'autre du rayon en fonction de la libération des colis sur la palette. Donc c'est une contrainte supplémentaire qu'on a ajoutée, mais c'est ce qui permet aussi d'expliquer aux clients, vous avez besoin de gagner sur toute votre chaîne logistique, et on intègre ces paramètres, mais il faut aussi leur donner une valeur pour le calcul du ROI. Est-ce qu'on intègre par exemple des notions comme la pénibilité, les TMS aussi c'est un autre aspect, c'est qu'à un moment donné, quand on ne trouve plus personne pour travailler, on peut toujours dire que ça coûte cher d'investir dans de la mécanisation, mais si vous ne livrez pas votre point de vente, si vous ne faites plus votre métier, vous savez aussi mesurer ce que ça coûte. Et les effets, ils sont souvent longs à se mettre en place, et le retour en arrière est compliqué. Donc, il y a tout ce facteur humain, cette richesse des métiers dans lesquels il y a des personnes. La préparation de commande, c'est un vrai savoir-faire. Quand on veut mécaniser, il faut tenir compte du fait qu'il ne faut pas perdre ce savoir-faire. Et il y a des distributeurs aujourd'hui, je parle de Système U, l'intelligence qu'ils ont eue dans leur approche d'investissement, c'est de se dire on va faire de la croissance, on va mécaniser pour assurer cette croissance en conservant nos ressources et nos savoir-faire. Et donner un challenge et une ambition à ces personnes-là qui faisaient avant des opérations manuelles de devenir aussi des pilotes de ligne. Quelque part, ça donne une perspective et ça conserve le métier. Et ça, c'est important de conserver le métier au niveau des compétences. Je me permets juste j'ai envie de compléter ce que disait Thierry sur cette notion de pénibilité. On a vu par exemple chez un client, donc, je dirais concurrent direct de Système U, donc on voit bien qu'on est dans ce périmètre similaire.
que quand on est sur par exemple des stations d'injection dans le shuttle, on est sur un shuttle dans ce cas-là, à 650 colis/heure, c'est pas tenable, même avec un poste ergonomiquement très optimisé, c'est pas tenable pour un collaborateur d'avoir cette vitesse-là pendant 7 heures. Et donc, en fait, c'est aussi l'intérêt de mécaniser les produits les plus pénibles et de garder une activité manuelle et pour pouvoir faire tourner les effectifs dans la journée. Parce qu'encore une fois, on ne tient pas 7 heures à 150 colis/heure sur un poste fixe. Personne ne peut le faire. Qu'est-ce qu'ils demandent vos clients? Qu'est-ce qu'ils recherchent? De la productivité, de la qualité de service, des délais? Quelle est leur principale motivation? Alors, souvent, c'est l'erreur, et je rebondis sur ce que disait Thierry, c'est qu'on a des clients qui disent « il faut que j'améliore ma rentabilité au niveau de ma chaîne logistique et je vais essayer de gagner ». Mais ils n'ont pas une vision très très claire de où ils vont gagner. Je pense que c'est là qu'il est important de se faire accompagner. On voit les deux dossiers que je vous ai montrés, Decathlon et Uniqlo, sont assez symptomatiques. C'est qu'une supply chain, dans supply chain, il y a chain. Et donc, c'est tous les maillons de la chaîne qui sont importants. Et si on veut gagner en termes de ROI sur une installation, il faut aussi regarder l'amont, l'aval et tous les gains. Et oui, ce qu'on voit actuellement, nous, sur les besoins de nos clients, c'est de gagner beaucoup en productivité, mais de gagner aussi surtout en flexibilité. C'est ce qui nous a amené à faire des offres de location pour le Black Friday, par exemple, qui vont permettre d'avaler un surcroît d'activité qui est de 50 voire 100%, en n'ayant pas besoin d'investir pour 3 semaines ou 1 mois d'activité dans l'année sur de la mécanisation. Donc la réponse n'est pas simple, mais je dirais que la question est souvent mal posée, et que pour bien la poser, il faut prendre un peu de recul et regarder la totalité de son activité, depuis le fabricant du produit jusqu'au client qui prend son produit sur l'étagère ou qui reçoit son colis chez lui, pour pouvoir avoir une vision claire des gains qu'on peut réaliser. Olivier? Moi, j'ai une approche peut-être un peu différente sur le ROI. Je pense que c'est quand même purement mathématique. À un moment donné, effectivement, il y a des facteurs tangibles qu'on mesure et qui vont permettre de dire, voilà, mon gain, il est de 2 ans, de 3 ans, etc. Donc après, il y a des ROI qui peuvent être d'1 an, il y a des ROI qui peuvent être de 6 ans. Effectivement, il y a certaines sociétés qui vont être capables de se projeter sur 6 ans, mais à un moment donné, il faut être en mesure de s'appuyer sur des éléments qui peuvent être mesurables, pas au niveau effectivement du picking des facteurs opérationnels. Ça peut être effectivement aussi sur, par exemple, la flexibilité de l'investissement. Ne pas forcément installer l'ensemble de la solution dès le départ, parce que vous êtes figé par une solution qui nécessite d'être installée pour les 5 prochaines années. Donc c'est ce que j'appelle moi la flexibilité de l'investissement. Là, oui, on va peut-être pouvoir avoir un impact fort sur le ROI. En revanche, nous, par notre solution, en termes de flexibilité de la solution, cette capacité à évoluer dans le temps, ça, on va difficilement pouvoir le mesurer. Pour moi, c'est des bonus, si vous voulez, c'est des bonus par rapport à la solution qui va avoir cette adaptabilité dans le temps. J'ai un exemple assez intéressant, c'est un client qu'on a installé il y a 4 ans maintenant. On avait fait le design de la solution, on avait mesuré un ROI d'à peu près 2 ans et demi. Et puis on est allé le voir, et puis 6 mois après, on fait un point avec lui, on dit alors vous êtes content, ça se passe bien? Oui, très bien, ça se passe super bien. Et puis ça y est, notre retour sur investissement est déjà. On était extrêmement surpris au bout de 6 mois. Enfin, c'est pas possible, techniquement, c'est pas possible. Il dit, si, grâce à votre solution, on a un nouveau client qui a signé, ça nous a fait un business supplémentaire. Donc, vous voyez, effectivement, on peut le voir de différentes approches. Je pense qu'à un moment donné, nous, on va pas considérer en tant que fournisseur que le ROI du client va être de 6 mois parce qu'il va signer une nouvelle affaire. Donc, en tant que de fournisseur de solutions, on va plutôt essayer de calculer avec le client ou lui faire ses calculs ou qu'il fasse ses calculs avec des éléments tangibles qui peuvent être différents. Certains vont effectivement se focaliser, on disait tout à l'heure, sur la surface parce qu'ils ont des besoins de surface et ils vont vouloir optimiser au maximum. Ce qui pourrait rentrer en ligne de compte, c'est un déménagement. Par exemple, si la mécanisation, l'automatisation leur évite de faire un déménagement, oui, là, on va peut-être pouvoir mettre ça en ligne de compte et le ROI peut être très rapide. Donc, pour moi, cette approche, elle doit quand même être à un moment donné mesurée avec... c'est pas forcément binaire, c'est pas ROI ou PROI. C'est intéressant cette notion aussi de l'automatisation pour conquérir de nouveaux clients.
C'est une approche, je pense que ça détermine aussi un petit peu l'évolution des profils des sociétés qui ont automatisé leurs entrepôts. On a vu l'industrie, plus récemment le retail avec des grands entrepôts qui ont été automatisés. Et puis plus récemment encore, les 3PL, je crois, qui se mettent de plus en plus à l'automatisation justement pour apporter peut-être plus de meilleurs délais, une qualité de service différente. Oui, il y a une vraie demande, en tout cas des clients chargeurs, des prestataires logistiques, pour avoir des outils de qualité. C'est-à-dire que les grandes mécanisations qu'on a pu voir chez des acteurs intégrés, en particulier, qu'on citait comme Decathlon, comme Système U, comme d'autres, qui en tout cas exploitent une part significative de leurs opérations logistiques en propre, et avec un parc client entre guillemets fermé, qui est les magasins de l'enseigne, tous propriété de l'enseigne, même si évidemment la notion de propriété est différente d'un client à l'autre, parce que chez Système U c'est les adhérents, mais voilà. On a des prestataires qui nous disent, mais on a besoin d'attirer nos futurs clients ou de stabiliser ou de pérenniser nos relations avec nos clients actuels en apportant des solutions et des innovations. La limite, effectivement, dans ce cas-là, c'est la difficulté du contrat. C'est-à-dire que souvent, les contrats de prestations logistiques sont plutôt des contrats courts. Le standard en France, c'est 3 ans, même si on a des évolutions vers 5 ans, mais ça reste quand même parfois court par rapport à des investissements significatifs. Alors, il y a plusieurs options. On voit certains clients, on va dire ceux qui ont probablement le plus de vision long terme, qui vont partager, c'est-à-dire qui vont porter en fait l'investissement dans les locaux du prestataire. C'est une solution. On a accompagné un client avec un prestataire sur une formule un peu différente où on a décomposé le contrat. C'est-à-dire que le prestataire porte l'investissement, mais pour garantir cette stabilité dans le temps, il y a un bail, un contrat pour la location de la mécanisation en quelque sorte, et puis un contrat de prestation logistique. Si on se fâche sur la prestation parce que voilà, c'est pas tout à fait au rendez-vous, mais le reste va quand même être pérenne, à la fois pour le donneur d'ordre. Ça veut dire on vire le prestataire, mais on garde l'infrastructure. C'est ça, exactement. Pour être précis, c'est ça. Et donc ça permet aussi de regarder plus loin. Encore une fois, dans la limite qu'il faut quand même qu'on ait vérifié que les autres paramètres permettaient de garder plus loin. Mais voilà. Et puis on a aujourd'hui des prestataires qui vont jusqu'à investir dans des sites multi-clients. Donc là, par contre, on voit l'intérêt de ces solutions plutôt, je dirais, ce qu'on appelle, nous, la mécanisation autonome par rapport à la mécanisation guidée. La mécanisation guidée, c'est tout ce où il va y avoir, grosso modo, du convoyeur, du shuttle, du mini-load, du transstocker, donc des choses assez structurantes. Le TGV, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même un investissement pour le long terme. La mécanisation autonome, c'est plutôt les robots, et ils sont de plus en plus petits, de plus en plus flexibles, il y a de plus en plus de concurrence sur ces marchés-là, et on voit qu'ils sont reconfigurables. Et donc c'est ce que disait Olivier, c'est-à-dire qu'un prestataire, il peut intégrer un outil comme Scalog, comme d'autres, et puis ça peut servir à plusieurs clients, à la fois à un instant donné, et être évolutif dans le temps. Donc voilà, pour les prestataires logistiques, plutôt de la mécanisation autonome de type AGV, de type robot, même si on a des cas où on peut porter les choses plus lourdes. Je voyais hier un communiqué de Geodis qui indique qu'ils ont recruté un responsable chargé justement de développer la mécanisation, l'automatisation des entrepôts. C'est vraiment un signe. Oui, et c'est un des prestataires avec lesquels on échange sur plusieurs dossiers clients actuellement et qui est en train d'investir de lui-même, on va dire, dans des outils de mécanisation. Alors évidemment, la difficulté, c'est et on le disait d'ailleurs, c'est la polyvalence de l'outil. C'est-à-dire qu'un outil comme celui dont parlait Thierry, en habillement, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas du tout les mêmes équations, ce n'est pas du tout les mêmes processus qui seront en jeu. Donc quand même, voilà, on va un peu structurer. Mais à l'intérieur de ça, il y a quand même des poches de flexibilité importantes. Ne pas se tromper d'automatisation, ne pas se tromper entre le train, l'autobus et la voiture et la mobilette pour livrer les pizzas. C'est clé, c'est notre rôle. Mais en même temps, avec des solutions qui sont très, très complémentaires. On l'a vu, effectivement, mais à chaque cas, je dirais, une solution bien précise, bien adaptée à la problématique du client. Oui, c'est ce qu'on appelle, nous, le domaine de performance d'une solution, et l'objet, c'est de connaître les domaines de performance d'Exotech, de Scalog, de l'OPR de FIV et des autres, pour être sûr qu'on les positionne au bon endroit.
Et ça, c'est le nombre de dossiers installés, c'est l'expertise accumulée qui permet de dire chez vous aussi, ça va marcher. Alors, je me tourne vers la régie pour voir si nous avons des questions. Alors, j'imagine de nombreuses questions parce que vous étiez plus de 300 inscrits ce matin, donc certainement qu'il y a, on me fait signe, de nombreuses questions. Donc, je laisse le soin à Hervé de poser la première. Oui, bonjour à tous. Que pensez-vous de telles applications pour les industries de type automobile ou industrie mécanique au sens plus large, dans lesquelles il y a moins de flux? Et la personne précise que dans ce cas, on ne parle pas de e-commerce. Et avez-vous des exemples? Si je peux me permettre, oui, on a déjà 2 applications qui sont en fonctionnement dans l'industrie. Un pour une société qui fait de la peinture, l'autre pour une société qui fait des cartes électroniques pour l'automobile. Dans un cas, on est plus dans de la préparation de l'eau, et dans l'autre, on est dans le flux de production, puisque c'est entre 2 opérations d'assemblage que les pièces vont être mises en stock dans un Skypod et relâchées en kitting pour aller vers de la soudure ou du câblage ou des choses comme ça. On a actuellement dans le pipe 3 ou 4 autres projets qui sont de ce type-là. Donc oui, les solutions telles que celles qu'on vend vont aller essaimer dans d'autres domaines que purement le e-commerce ou purement le retail B2B. Oui, absolument. Dans l'industrie alimentaire que l'on connaît relativement bien, on commence à voir justement des besoins similaires de contraintes de préparation de commandes qu'on connaissait depuis longtemps, mais les formats de contenants commencent à évoluer. Là où il y avait une standardisation, le modulo, la taille d'une palette, on commence à voir des contenants qui s'adaptent au contenu pour éviter de transporter de l'air. De fait, on commence à avoir des problèmes d'hétérogénéité sur les contenants et aussi des contraintes d'ordre de rangement sur les palettes. On y travaille, on a plusieurs installations qui tournent aujourd'hui avec des modèles similaires. Moins d'hétérogénéité, mais une finalité commune, c'est qu'on essaye d'intégrer dans la préparation de commandes toutes les contraintes de la chaîne logistique pour amener soit sur la plateforme d'éclatement, soit sur le client final, le meilleur travail de préparation pour limiter l'impact sur les contraintes de redéploiement derrière du produit. Donc ça, dans l'industrie, c'est actif actuellement. C'est une problématique qui est prise en compte et il n'y a pas de raison que ça ne concernerait que le retail, l'industrie. On est également dans la partie automobile avec des filiales dans l'automobile où il y a des contraintes également. On cherche à automatiser les flux pour amener les produits sur les lignes d'assemblage. Et je dirais même pour compléter, en fait, l'industrie est beaucoup plus en avance souvent sur la mécanisation. C'est pour ça qu'on parle de commerce aujourd'hui un peu plus parce que c'est plus nouveau. Oui. Mais dans l'industrie, tous les processus industriels eux-mêmes, une ligne de production, une ligne d'assemblage en automobile, elle est déjà très automatisée. Et donc cette automatisation, elle a infusé l'amont et l'aval de la chaîne avec finalement plus d'avance, même s'il y a encore plein de choses à faire. J'ai vu la naissance de l'automatisation de la logistique, puisque quand j'ai commencé en 89, on automatisait des chaînes de production dans l'agroalimentaire et on ne parlait pas de logistique à l'époque. On parlait de préparation de commandes, le terme logistique est venu chapeauter tout ça. Parce qu'on a pris en compte justement l'ensemble de la chaîne logistique, du site de production jusqu'au point de consommation, point de vente. Et donc, effectivement, on a complété, on a pris en compte toutes ces contraintes pour faire des choses qui finalement, toute cette préparation de commandes que l'on fait sur le monde industriel ou qu'on fait sur les plateformes logistiques, a vocation à traiter l'ensemble des contraintes de cette logistique, massifier le transport en réduisant les contenants vides. Et d'ailleurs, dans le ROI, la massification des transports est un paramètre à prendre en compte. Parce qu'on densifie les camions. Et ça va coûter de plus en plus cher de faire rouler des camions. La notion de taxe pour les camions réapparaît. On va en reparler. Hervé. Qu'en est-il de l'interfaçage au WMS? C'est nécessairement un success factor et des risques et des coûts supplémentaires forts. Avez-vous des exemples de clients à WMS obsolètes ou vieillissants ne permettant pas de déploiement? Et essayez-vous dans ce cas d'aller plus loin que la couche WCS pour administrer une partie des fonctions d'un WMS et créer plus de valeur? Olivier? Alors, ouais, pour notre part, en fait, dans notre développement, on a fait un gros focus sur la partie informatique, où finalement la partie robotique, on la considère simplement comme un moyen de déplacement.
mais on a intégré effectivement une partie WCS avancée qui va gérer les emplacements de stockage dans le système automatisé, la gestion et l'optimisation des préparations de commandes. Et très souvent, c'est vraiment ça qui fait la différence dans un système, c'est toute l'optimisation qu'il y a au travers du stockage des produits dans les étagères, de l'optimisation des commandes et de la préparation en simultané. Et après, ça nous permet aussi, en ayant une interface suffisamment haute, pour s'interfacer plus facilement auprès des WMS, parce qu'on a un même langage, je dirais, de discussion. Et ça nous est arrivé pour 2 projets de même pas avoir, ils n'avaient pas de WMS, donc ils avaient besoin d'avoir quand même une solution informatique pour gérer leur stock, d'installer le système de façon complètement autonome avec notre outil informatique et toute la partie robotique qui va avec. D'accord. Je suis d'accord avec Olivier. C'est vrai que plus on met d'intelligence dans un WCS, plus le besoin en interfaçage va se réduire. Il va se réduire à des messages pour le réassortiment du stock depuis les réceptions et les messages pour des ordres de préparation. Après, toute l'optimisation va être faite à l'intérieur. Donc, à partir du moment où on réduit les messages d'interfaçage, la possibilité de s'interfacer avec des systèmes anciens est plus facile. Ça veut dire qu'on peut passer du WMS et se connecter directement à un ERP, par exemple? Oui, c'est une solution qui oui, à existe, l'extrême, ouais. oui, c'est des choses Ouais. qu'on a faites. Oui. On a 2 sites où on est connecté à un ERP. Après, ça ne va pas enlever le rôle du WMS qui va être de piloter l'ensemble de l'entrepôt, gérer les transporteurs, etc. Oui, bien sûr. Souvent, nous, on a une approche de l'automatisation qui... on ne pense pas que tout n'est automatisable et que parfois le manuel aussi, ça reste du bon sens en termes d'optimisation. Donc, on va plutôt chercher à placer, je dirais, la robotisation là où elle a du sens, là où on trouve vraiment un gain en termes de ROI. Et donc, finalement, le WMS aussi a tout son sens pour gérer les différentes parties de l'entrepôt. D'accord. On va passer à une autre question parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, je veux juste ajouter, nous sommes éditeurs WMS et dans le cas que ce soit sur la partie industrielle ou la partie logistique, tous nos clients ont déjà un WMS, ils ont un ERP. Le problème, c'est que cet ERP, il a du mal à descendre sur la couche terrain. Et il y a le WCS qui est là pour contrôler, piloter les machines, les robots, les convoyeurs et autres, mais il manque cette couche. Interfacer un WCS avec un WMS métier généraliste, c'est très compliqué. Nous, on fournit WCS qui est encapsulé dans un WMS, c'est un gros WCS, et la plupart de nos clients nous confient une partie de leur activité de gestion d'entrepôt, de manière, et il n'y a pas de problème à faire cohabiter un WMS spécialisé avec un WMS chapeau qui couvre l'ensemble des plateformes. Ça fonctionne très bien parce qu'à un moment donné, les clients, quand on est sur l'OPR, ils nous confient une partie des produits, des références produits, ils nous les confient, ils descendent les commandes et on leur remonte l'exécution des commandes. On est bien sur la couche WMS, mais spécialisée. Hervé ? Quel est le taux des coûts de maintenance hotline raisonnable pour une mécanisation? Est-ce que c'est 5% de l'investissement ou plus ou moins? Et je compléterai avec une autre question. Êtes-vous favorable à ce que le client récupère une partie de la maintenance afin d'optimiser son ROI? Alors, la fourchette qu'on prend dans les études au niveau schéma directeur, c'est effectivement entre 5 et 7%. Voilà. Après, on affine parce que c'est pas du tout la même chose en fonction de la technologie. Et voilà. Après, on se met dedans. C'est-à-dire qu'on peut se limiter à la maintenance, on va dire, partie sensible sur laquelle le client n'a pas la compétence, forcément, la hotline, sur les applicatifs logiciels. Puis après, on peut aller jusqu'à la full maintenance, où est-ce qu'on fait l'entretien quotidien, les révisions périodiques de l'ensemble de l'installation. Effectivement, on est sur des chiffres tels que Entre 5 et 7%. Après, ça dépend de la politique que veut avoir le client. S'il veut avoir une maîtrise d'une partie de la maintenance, ne pas être totalement dépendant d'un fournisseur, d'un équipementier. Souvent, sur la partie, je disais, la partie hotline, c'est la partie sensible sur laquelle le client n'a pas un intérêt particulier à vouloir être en autonomie, puisque dans ce cas-là, ces logiciels n'évolueront plus. Donc ça, généralement, les clients nous le confient. Et on a des contrats renouvelables tous les ans. Sur la partie mécanisation, le monde industriel, on parlait des industries générales, industries spécialisées, ils ont beaucoup d'expérience, ça fait 40 ans qu'ils automatisent et on ne va pas leur apprendre comment faire la maintenance d'un convoyeur. Ils ne le gèrent par eux-mêmes. Le monde de la logistique de distribution, sur lequel on intervient tous, distribution générale spécialisée, c'est un monde dans lequel il n'y avait pas de métier. Il y a 10 ans de ça, il n'y avait pas le métier de la mécanisation. C'était du transpalette, passé au transpalette électrique après, et donc là c'est nouveau. Alors certains
nous disent on aimerait bien avoir du full maintenance, puis d'autres ils disent on veut aussi s'approprier une partie. Donc on fait un mix. On a des clients qui nous ont confié la totalité de la maintenance sur certaines plateformes et ils forment en parallèle des compétences de maintenance pour devenir progressivement autonomes. C'est normal. Mais c'est vrai que la partie maintenance, c'est souvent une part un peu oubliée dans le ROI qui a une grande importance parce que c'est un récurrent annuel qui vient chaque année. Donc c'est pour les raisons pour lesquelles souvent nous, nos clients cherchent à effectivement faire un maximum de support de maintenance pour avoir une prise en main du produit et puis finalement nous gérer la partie maintenance, ça nous arrange d'ailleurs en général de faire un minimum de maintenance et qu'un maximum soit réalisé par le client, voire même parfois ça lui arrive de faire des extensions, d'installer ses propres étagères, c'est des choses qui peuvent arriver, mais dans le ROI, lui, il va souvent regarder effectivement où est-ce qu'il peut faire des économies et tant mieux s'il peut avoir une bonne maîtrise, une bonne connaissance de son outil, parce que finalement c'est l'outil qu'il utilise au quotidien, donc Merci Gilles, rapidement, parce que... J'ajouterais deux choses. Le premier point, c'est quel est le taux d'utilisation, le taux d'engagement de l'installation. On a des systèmes qui tournent 24/24, 7 sur 7. Et donc le taux de maintenance, c'est comme une voiture. Si vous faites 20 000 km par an ou si vous en faites 60 000, votre taux de maintenance ne sera pas le même. Donc effectivement, on tourne sur les plus petits 3%, les plus gros 7% de l'investissement à l'année. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que la demande à laquelle on a fait face depuis le début chez Exotec, c'était une garantie de maintien en conditions opérationnelles. Et donc, si un client veut absolument être certain qu'il aura bien 98% de disponibilité de son installation, il est prêt à partir du moment où on lui garantit les OPEX, c'est-à-dire un coût d'opération par contrat, il est prêt aussi nous, on est prêt à accepter de s'engager sur la disponibilité du système. Et là, c'est du gagnant-gagnant, parce qu'il sait que sur les 10 ans qui viennent, il a signé un contrat qui peut être rompu tous les ans, puisqu'il est en tacite recombustion, mais il sait exactement quel va être son OPEX en termes de full service. Et il sait aussi qu'à la clé de cet OPEX, il a son taux de disponibilité et qu'il n'a aucun souci à se faire sur l'effectivité de sa solution. C'est la condition que pose, je suis totalement d'accord avec ce que dit Gilles, quand un client choisit de faire du full maintenance, en contrepartie, il demande d'avoir des taux de disponibilité de l'installation. Bien sûr. Ce qui n'est pas possible si on sépare la maintenance, parce qu'après on peut dire, écoutez, le problème chez moi ça marche, mais c'est de votre côté que ça marche pas bien. Hervé. Alors une dernière question. Alors que les tendances actuelles poussent les industriels français à chercher des ROI sur 4-5 ans maximum, comment arrivez-vous à les convaincre de franchir le cap de la mécanisation lourde ? Moi j'ai une proposition à faire. Quand on est tombé dans la période de crise sanitaire en 2020, qu'est-ce que nous ont dit nos clients qui s'étaient mécanisés, que ce soit dans le monde de l'industrie ou dans le monde particulièrement de la distribution alimentaire ? Ils ont dit, si on n'avait pas ça, on n'aurait pas pu alimenter nos magasins. Parce que leurs flux ont été augmentés de 30% du fait de la fermeture des restaurants, des collectivités et autres. Le flux alimentaire est passé en totalité par la GMS. Et donc ils se sont retrouvés avec entre 20 et 30% de volume supplémentaire et des gens qui étaient malades et peu de disponibilité de ressources. Ils nous ont dit, c'est Noël tous les jours, mais on passe, parce qu'on a mécanisé. Et ils s'interrogeaient comment faisaient ceux qui ne s'étaient pas mécanisés. On voyait des magasins où il y avait des ruptures, les rayons étaient vides pour certains. Ça a fait la différence. Ouais. Et alors, si ce n'est qu'un épiphénomène, on se dit, ça dure une semaine, 2 semaines, ça fait 1 an et demi que ça dure. Moi, je trouve que des ROI qui sont au-delà de 3-4 ans, c'est d'autant plus de risques à l'investissement parce que, évidemment, si par exemple, souvent le ROI est aussi basé sur une projection de volume. Donc, si les volumes ne sont pas là, finalement, le ROI, il sera peut-être pas de 3-4 ans, mais de 10 ans, finalement. Donc, très souvent, on est souvent dans des études, nous on le voit dans les études en amont des clients qu'on peut faire avec les cabinets d'ailleurs, on s'appuie sur des volumes que nous transmettent les clients, sur une activité réelle, et puis en fait 6 mois après, l'activité n'est plus du tout la même. Donc finalement, l'évolutivité du marché fait que le risque à l'investissement doit être au maximum limité et avoir des ROI courts permet aussi de garantir, de limiter le risque à l'investissement. Je vais faire un peu la synthèse. C'est effectivement qu'un système comme présente Thierry,
C'est pour de l'eau minérale, des produits comme ça, et ça, le marché, il est stable, il évolue plus. Donc on peut calculer un ROI sur du moyen terme. Quand on est sur du e-commerce pour des produits fashion, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, il faut avoir de la flexibilité, il faut avoir du phasage, et c'est ce qu'on apporte aussi avec Exotech. C'est-à-dire qu'on fait des calculs pour 2-3 ans, et puis la solution, elle évoluera derrière. Oui, des entreprises comme comme il y a le TGV, il y a le bus et la voiture. des entreprises comme Coca-Cola, ils ont des ROI sur 10-15 ans. C'est pas gênant pour eux. Ils savent qu'ils seront là encore dans 10 ans. Une stabilité de marché. Bien sûr. On va arriver au terme de cette émission. Si vous aviez un seul conseil à prodiguer à vos clients, quel serait-il? À vos clients ou à des prospects qui souhaitent automatiser? Moi, je dirais qu'il ne faut pas automatiser les process manuels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a besoin de basculer, et je dis bien besoin de basculer dans le monde de l'automatisation, il faut repenser ces process, et il faut repenser la totalité de sa chaîne. Le meilleur exemple, c'est Decathlon, ça leur a pris à peu près une dizaine d'années. Ils ont repensé depuis l'usine qui produit jusqu'au magasin. Et donc c'est une chaîne, il faut que tous les maillons soient repensés, et il faut vraiment repenser, il faut abandonner certains process qui étaient pertinents en manuel et qui ne le sont plus en automatisation. Et pour ça, je ne vais pas faire mais il faut se faire accompagner parce que c'est le meilleur moyen de bénéficier des retours d'expérience d'autres clients et de ce qui se fait sur le marché. Olivier? Comme disait Léandre un petit peu en préambule, je pense qu'il faut penser loin la solution avec sa capacité à évoluer. En revanche, faire des investissements légers au départ pour pouvoir appréhender, surtout quand on n'a pas d'expérience d'automatisation, faire des investissements légers et avoir cette capacité d'évoluer avec la solution, pour progressivement, effectivement, adapter sa configuration à l'évolution de son marché. Le passage à l'automatisation ne peut pas se faire du jour au lendemain sans avoir acquis des compétences. On parlait de l'industrie. L'industrie, ça fait 40 ans, au moins 40 ans qu'elle s'automatise. La logistique dont on parle, c'est récent. Pour passer à l'étage supérieur, il faut accepter de franchir des marches. Sinon, c'est douloureux pour tout le monde, pour le client, pour les clients des clients et pour nous, équipementiers, qui accompagnons cette automatisation. Donc, il faut y aller crescendo, il faut accepter de faire des solutions qui soient phasées. C'est ce que disait Olivier, ne pas mettre la grosse Bertha tout de suite. Des tranches, on avance au fur et à mesure du besoin du client, ça limite son risque, ça limite ses capacités, ses contraintes d'investissement, et puis ça limite aussi les contraintes sur les personnes qui vont être amenées à piloter ces installations. Il faut que tout le monde puisse se sentir à l'aise là-dedans. Et le mot de la fin pour Léandre? Le mot de la fin, c'est ça, c'est cette maîtrise du risque. Une mécanisation, c'est un risque que l'entreprise prend. Elle doit maîtriser ce risque, elle doit accumuler le maximum d'informations à travers ses conseils, ses équipementiers, aller voir d'autres acteurs sur le même métier ou des métiers similaires et encadrer son risque. Et effectivement, il y a des métiers où aujourd'hui on considère que les métiers de clients, que le risque serait trop important et que finalement une bonne méthode manuelle bien améliorée, ça peut déjà rendre beaucoup de services. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir animé, enfin, tout au moins apporté votre contribution à ce débat passionnant. J'étais vraiment ravi d'accueillir de belles boîtes françaises sur ce plateau de Supply Chain Village. Merci beaucoup à Diagma d'avoir pris l'initiative d'organiser ce débat. Et merci aussi également à Cathy en coulisses qui m'a aidé également à préparer l'animation du débat. Et bien entendu, merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour une autre émission sur le plateau de Supply Chain Village. Merci.